Malgré l'avènement d'Alcaraz et Sinner pour remplacer le Big Three, le tennis a un problème. 1 milliard de personnes suivent le sport, mais il ne génère que 1,3% des revenus en droits de diffusion, tous sports confondus. Or, les droits de diffusion, composés des droits de télévision et du streaming comme Tennis TV, sont la principale source de revenus dans le sport professionnel. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans le foot français, le diffuseur de la Ligue 1 est si important et fait tant parler depuis l'échec de Mediapro. Et encore cet été, la Ligue 1 n'avait pas de diffuseur quelques semaines avant le début du championnat et l'arrivée de DAZN. Mais si on revient au tennis et plus particulièrement à Roland-Garros, qu'en est-il des droits de diffusion ? Eh bien, en 2023, Roland-Garros a généré 328 millions de dollars, dont 35% étaient issus des droits de diffusion. Les autres sources de revenus étant la billetterie, les partenariats avec les sponsors comme BNP Paribas, Lacoste ou Renault, qui a récemment remplacé Peugeot. On trouve également les hospitalités, comprend les services réservés aux VIP, ceux qui préfèrent en gros les petits fours et le champagne au tennis. Mais si on s'intéresse aux droits de diffusion, il y en a deux types. Les droits TV domestiques et les droits TV internationaux. Pour Roland-Garros, les droits domestiques correspondent aux diffuseurs du tournoi sur le territoire français que sont France Télé et Amazon. Et les droits internationaux correspondent aux diffuseurs sur les sols étrangers. Or, on remarque que pour les droits de diffusion, Roland-Garros est à la traîne par rapport aux autres grands chelems, que ce soit pour les domestiques ou les internationaux. En effet, 56% des revenus de Wimbledon viennent des droits de diffusion, contrairement à Roland-Garros où ce n'est que 35%. Et quand bien même les 4 grands chelems génèrent beaucoup de revenus, c'est une goutte d'eau par rapport à certains sports, malgré sa fanbase qui serait de 1 milliard de personnes selon l'ATP. On est alors en droit de se poser cette question. Pourquoi le tennis génère si peu de revenus en droits de diffusion, malgré un large public ? Un élément de réponse serait que le tennis ratisse large, mais n'arrive pas à engager son audience. En effet, suivre un sport de loin et être fan sont deux choses différentes. Et ce qui compte, c'est l'engagement des fans. Le tennis est certes suivi à l'international, contrairement à certains sports qui sont plus localisés. Le meilleur exemple étant le football américain qui génère 10 milliards de droits TV uniquement sur le sol américain. À titre de comparaison, le tennis c'est moins d'1 milliard sur l'ensemble du globe. Pourtant, il y a 2 fois moins de personnes qui suivent le foot US que le tennis. Mais comment expliquer ce manque d'engagement et ce faible montant des revenus en droits TV de la petite balle jaune ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais vous présenter 8 pistes de réflexion qui pourraient être améliorées et voici la première, la fragmentation du tennis. En effet, il y a trop d'instances qui gèrent le tennis mondial. On retrouve la Fédération internationale de tennis, l'ITF, l'ATP et la WTA. L'ATP est l'institution qui gère le tennis mondial masculin. Elle fut créée en 1972 afin de mieux structurer le sport et défendre les intérêts des joueurs, mais surtout des directeurs de tournois. Quand je dis intérêts, il faut bien sûr comprendre les intérêts financiers, évidemment. La WTA quant à elle est son homologue pour le circuit féminin. Elle fut créée 1 an après l'ATP par Billie Jean King, star du tennis dans les années 60 et 70, afin de défendre les intérêts des joueuses qui gagnaient à l'époque 10 fois moins que les joueurs. Et bien enfin, il y a la Fédération internationale de tennis qui s'occupe de l'organisation de la Coupe Davis, enfin ce qu'il en reste, et les 4 grands chelems en partenariat avec les fédérations nationales associées. Cette fragmentation fait que chaque instance vend ses droits de diffusion dans son coin. La FFT vend les droits de Roland-Garros, l'USTA vend les droits de l'US Open, et l'ATP qui gère le circuit professionnel masculin vend les droits de ses tournois. Donc Masters 1000, ATP 500, ATP 250. Ainsi, ces instances ne sont pas en position de force pour négocier les contrats avec les diffuseurs. Du moins, c'est l'hypothèse de Bernie Ecclestone, l'ancien grand argentier de la Formule 1. Et Bernie avait confié d'ailleurs à Étienne de Villiers, ancien CEO de l'ATP, qu'il souhaitait prendre le contrôle du tennis à une certaine époque. Toutefois, il aurait investi à seulement 2 conditions. La première, unifier toutes les instances du tennis. La deuxième, prendre lui-même les décisions. Je ne suis pas quelqu'un qui supporte bien la démocratie, il faut une sorte de dictateur. Bernie is a democratic dictator. He goes through the motions of democracy and then tells you what it's going to be and how it's going to happen. Your thoughts? Must be a close friend. Donc si on lit entre les lignes, l'idée serait de calquer le modèle américain avec un commissionnaire qui prend les grandes décisions stratégiques. Et en effet, Bernie souhaitait l'unification des instances afin de négocier conjointement les contrats avec les médias, droits télé, et les contrats avec les sponsors. Bref, avoir un produit tennis plus homogène et cohérent à vendre aux annonceurs pour augmenter les revenus générés. Mais le tennis rencontre un autre problème, c'est un sport que les diffuseurs détestent. En effet, l'une des particularités du tennis, c'est la durée des rencontres, elle est inconnue.
Contrairement à un match de foot et de basket qui ont des durées prédéterminées, Rafael Nadal et Novak Djokovic bataillent régulièrement 3 heures, 4 heures, voire même 5 heures pour le plus grand plaisir de certains fans. Le record est même de 11h05 entre Nicolas Mahut et John Isner. Les deux joueurs s'étaient affrontés pendant 3 jours lors du premier tour de Wimbledon 2010. Au-delà de ce match hors norme, la durée incertaine des rencontres ne plaît pas aux diffuseurs. En effet, programmer une rencontre est un enfer pour les chaînes de télévision. On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont se terminer. Si je prends l'exemple des dernières finales de Roland-Garros, en 2024, elle a duré 4h19, mais en 2022, elle avait duré entre guillemets que 2h18. De plus, un autre problème vient s'ajouter à l'incertitude de la durée. C'est le temps de jeu effectif qui est très faible, c'est-à-dire le temps réel au cours duquel il y a un échange lors d'une rencontre. Dans les années 90 à Wimbledon, le temps de jeu effectif était de 8%. Avec un gazon qui était ultra rapide, pour gagner, il fallait se ruer au filet. Et donc, la rapidité des surfaces couplée au progrès technologique des raquettes ont raccourci la durée des échanges. Le sport devenant un concours de service, les spectateurs ont commencé à se désintéresser du tennis. Pour y remédier, les surfaces ont été ralenties afin d'augmenter le nombre d'échanges. Ainsi, le sport a évolué. Il est devenu plus physique, les échanges sont devenus plus longs et le temps pris entre les points a fortement augmenté entre 1990 et 2012. En effet, plus de 8 secondes en moyenne entre chaque point. Et Rafael Nadal et Novak Djokovic sont des spécialistes pour prendre leur temps. Leur finale de l'Open d'Australie 2012 est même à l'origine d'un changement de règle. En effet, lors de cette rencontre, Nadal et Djokovic ont cumulé 70 minutes de temps supplémentaire entre les points. Les instances du tennis ont donc décidé de sévir. Elles ont mis en place des mesures comme la time clock, une horloge indiquant au serveur le temps qu'il lui reste pour servir sous peine d'une sanction, pas de premier service. Aujourd'hui, le tennis a entre 12 et 15% de temps de jeu effectif. À titre de comparaison, le foot est entre 60 et 65% de temps de jeu effectif. Ainsi, à l'ère des réseaux sociaux, où tout va très vite, le tennis est donc anachronique. Et cela nous amène à l'un de ces paradoxes. Les matchs qui entrent dans l'histoire du tennis sont des demi-finales et des finales de Grand Chelem. Pourtant, des gens disent ne plus vouloir passer 3, 4, voire 5 heures d'affilée devant un match. Il y a donc un paradoxe. Malgré un souhait de réduire la durée des matchs, ceux qui rentrent dans l'histoire sont majoritairement les joutes en 5-7, comme les 4h57 pour la finale de Wimbledon 2019 entre Federer et Djokovic, les 4h37 pour la demi-finale de Roland-Garros 2013 entre Nadal et Djokovic, ou encore la finale de 2008 à Wimbledon qui avait duré 4h47 et qui s'était conclue au crépuscule. Et si on regarde le top 50 réalisé par Eurosport des meilleurs matchs de la décennie 2010, l'écrasante majorité sont des rencontres en 5-7. Mais le grand public et même certains fans ne veulent plus les regarder. La consommation du sport et des événements sportifs a changé. En effet, le live ne représente plus que 55% du total des vidéos sportives regardées, les fans préférant s'orienter vers plus de contenu court, exemple les highlights. Et à l'ère de TikTok et des réseaux sociaux, la question est donc la suivante. Le tennis doit-il écouter les sirènes des formats courts ? Certains comme Mouratoglou tentent de faire bouger les lignes avec l'UTS. Au contraire, pour d'autres, le sport doit embrasser son histoire et son essence. Un sport de temps long qui va à rebours de notre société. Et au-delà de la durée des rencontres, le tennis est un sport qui ne sait pas se mettre en valeur visuellement. Ici, c'est un avis très personnel, mais le tennis est très mal filmé. C'est même catastrophique. L'angle de caméra utilisé ne retranscrit absolument pas la vitesse des échanges, la trajectoire et les effets imprimés à la balle, mais surtout l'intensité du jeu de jambes et la vitesse des déplacements. 90% du temps, c'est la vue en hauteur et de derrière qui est utilisée. Or moi je préfère une vue plus basse, la fameuse court level view. Sur YouTube, les vidéos avec cet angle de caméra sont très prisées. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais le tennis gagnerait à repenser son expérience pour le téléspectateur. La vue de dessus ne permet pas de comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Et une réalisation plus dynamique serait bénéfique pour le sport. Ou à minima, pour varier les angles de caméra au sein des rencontres qui peuvent durer plusieurs heures. Dans ce marasme, seule la réalisation de l'Open d'Australie sort du lot, et pour moi de loin le meilleur grand chelem en termes de production. Et si je vous parle de cet élément visuel, c'est parce qu'il est essentiel. En effet, tous les sports tentent d'améliorer la qualité de leur retransmission, étant donné que c'est la principale source de revenus.
Si on prend l'exemple de la Formule 1 avec le rachat de Liberty Media en 2016, la série Drive to Survive est le porte-étendard de la stratégie de communication, mais il y a également un travail d'un point de vue technique avec la mise en place de caméras et de micros absolument partout sur la piste. On a des angles de vue inédits, comme celui dans le casque des pilotes qui est super impressionnant. On a également des plans au drone ou des plans sur l'arrière de la voiture pour mieux voir ce qui se passe lors d'un accident ou d'un dépassement. Bref, les caméras couvrent tous les angles de la piste. Et à ce souci visuel de diffusion vient s'ajouter un calendrier illisible mais surtout surchargé. Au tennis, il y a plusieurs catégories de tournois. D'une semaine à l'autre, nous pouvons passer d'un ATP 500 à un Masters 1000 avant de revenir à un ATP 250 pour finir sur un grand chelem. Et pour un néophyte, c'est difficilement compréhensible et les instances n'éduquent pas les spectateurs. Or en Formule 1, il y a 23 courses au championnat et rapportent le même nombre de points au vainqueur. C'est simple, efficace et surtout compréhensible. Et à ceci vient s'ajouter une saison qui est interminable. Elle commence le 1er janvier et se termine fin novembre. C'est l'un des sports où l'intersaison est la plus courte. 41 joueurs pour le tennis, 91 pour la NBA et même jusqu'à 214 jours pour la NFL. Enfin, et peut-être le plus important, les ayants droit du tennis ne comprennent pas la communication à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Roland Garros, France Télévisions et la FFT en tête, en interdisant la diffusion de GIFs sur Twitter avec des images de Roland Garros par des comptes de fans. En effet, ils veulent contrôler leur communication et être les seuls à diffuser leurs images. Ils interdisent donc quiconque de les utiliser. Mais ils ne comprennent pas que les fans sur Twitter, Instagram ou même un service volé sur YouTube sont des ambassadeurs de leur sport et donc de leurs produits. Avec cette interdiction d'utiliser des images de Roland Garros, la FFT empêche toute viralité sur les réseaux sociaux. Viralité qui permettrait de toucher une nouvelle audience. Et cette audience pourrait être amenée à regarder le grand chelem parisien in fine. En bref, c'est de la publicité gratuite que la dictature du contrôle empêche. Et ce potentiel de viralité, la NBA l'a très bien compris en mettant à disposition des fans leurs images sur les réseaux sociaux. Et pour rester sur Roland Garros, la chaîne YouTube du tournoi m'attriste, même s'il y a du mieux depuis un an. En effet, pour l'analyser, il faut distinguer deux périodes, celle pendant le tournoi et le reste de l'année. Alors lors du tournoi, le contenu publié est, on va dire, correct. Nous avons le droit à des résumés de 3 minutes des rencontres, ce qui est à mon avis pas du tout assez si on regarde du côté de l'Open d'Australie, qui est capable de faire un résumé de 3 minutes d'un match et ensuite sortir un condensé qui va durer entre 10, 15, 20 minutes, et voire même ensuite quelques jours après sortir l'intégralité de la rencontre. On a évidemment également les conférences de presse des joueurs, le hot shot du jour, même pas un top 5, des présentations de joueurs de 1 minute avec un format non adapté à la plateforme, et des vidéos pour les sponsors, business is business. Bref, il y a une incompréhension totale de la plateforme, de ses usages et de son articulation avec d'autres réseaux. Le portrait que je dresse sur l'utilisation de la chaîne YouTube pendant le tournoi n'est pas rose, mais attendez de voir sur l'utilisation le reste de l'année. Il n'y a rien, ou presque. Après l'édition 2022, seulement 4 vidéos étaient sorties en 4 mois, et c'était uniquement pour célébrer les retraites de Serena Williams et Roger Federer. Alors certes, l'initiative est bonne, mais pour Roger Federer, si on prend un titre d'exemple, l'US Open a fait 40 minutes avec un montage plus travaillé, plus 4 autres vidéos sur le Suisse. Wimbledon a même sorti 7 vidéos, dont 35 minutes des plus beaux points de Federer à Wimbledon, sa finale junior remportée en 1998 en excellente qualité et en intégralité, et idem pour l'Open d'Australie qui a célébré le Suisse avec 5 vidéos. Et ce que ne comprennent pas Roland Garros et la FFT, c'est que nous vivons à une époque où l'attention est la nouvelle monnaie. Et la création de contenu ne concerne pas que les entrepreneurs, les sportifs sont également concernés. Et ça, Jules Marie l'a très bien compris avec sa chaîne YouTube. Mais les organisateurs et ayants droit sont également concernés. Et certaines ligues l'ont très bien compris, comme la Formule 1 avec ses 8 millions d'abonnés et ses 5 milliards de vues, ou encore l'UFC avec ses 14,5 millions d'abonnés et ses 5,8 milliards de vues sur YouTube uniquement, et la NBA qui bat tous les records avec ses 19,4 millions d'abonnés et ses 11 milliards de vues. Bref, le tennis est en retard, et Roland Garros est le dernier parmi les derniers. 3 fois moins de vues que Wimbledon, 3 fois moins d'abonnés que Wimbledon, et surtout 3 fois moins de vidéos produites que l'Open d'Australie. En 2022, Roland Garros a préféré faire des NFT plutôt que de développer son audience. Pourtant, le Grand Chelem et la fédération ont dans leur cave des centaines de matchs de légende, des milliers d'interviews incroyables. Tout est en place pour créer des contenus extraordinaires, mais rien n'est fait. Alors je critique, mais qu'est-ce que je propose ? Eh bien l'US Open, pendant un temps, avait publié un match de légende tous les vendredis à 19h. Avec le contenu disponible pour Roland Garros, il pourrait faire exactement la même chose.
Il pourrait également produire des documentaires. Chaque année, il pourrait faire une grosse rétrospective de Roland-Garros qui dure 1 à 2 heures, un peu comme fait Canal+ avec la saison de Formule 1. Ça me semble pas extrêmement compliqué de mettre quelqu'un sur le dossier. Et la création de contenu ne concerne pas uniquement YouTube. Il faut penser une stratégie de contenu global et permettre aux fans d'utiliser leurs images. Aujourd'hui, l'un des grands challenges du tennis est de comprendre son époque et de s'y adapter tout en réussissant à conserver son ADN. C'est ce qu'a essayé de réaliser l'ATP avec sa stratégie One Vision, mais l'exécution est mauvaise sur bien des aspects, notamment ces Masters 1000 sur 12 jours qui n'ont aucun sens sportif. Et même d'un point de vue financier, c'est un gain court-termiste qui endommage la qualité du produit et donc des gains financiers à moyen et long terme. Et tout ce que j'ai évoqué au cours de cette vidéo n'est pas le seul problème du tennis. En effet, si vous souhaitez en découvrir un autre, où je parle également d'argent et plus précisément des différentes sources de revenus pour les joueurs, je vous invite à cliquer sur cette vidéo.